tous, bienvenue dans cette émission NutriCast que vous écoutez sur Nutri Radio et donc sur NutriCast bien évidemment. On va pas à chaque fois vous refaire la même présentation, ça fait un moment qu'on est là maintenant. On est ravis d'avoir des invités passionnés, passionnants, c'est le cas aujourd'hui avec un docteur que nous accueillons. Tiens, c'est pas courant déjà sur NutriCast qu'on accueille des docteurs, sur Nutri Radio un peu plus, mais là sur NutriCast c'est un peu moins le cas. Quelqu'un d'extrêmement réputé, j'entends parler de lui depuis un moment, c'est le docteur Georges Mouton, qui est médecin fonctionnel. Bonjour Georges, je vous appelle Georges. Oui, évidemment Fabrice, on s'appelle par nos prénoms, pas de problème. Bon, bah écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation, et vous n'êtes pas seul, il y a Goliath aussi, votre chien, présent aussi sur toutes les vidéos, parce qu'on sait que vous êtes un grand youtubeur, hein. Bah écoutez, j'ai commencé après au début du lockdown, là, pandémie, coincé chez moi, arrêté d'aller à Londres après 20 ans de bon service à Londres. Eh bien, voilà, j'ai tâté de ça. Et puis, ça m'a plu et je fais une vidéo chaque semaine depuis 4 ans. Ah oui, et on vous suit avec intérêt. Et donc aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler de ce fabuleux bouquin Je mange selon mes génotypes, docteur. Donc première question, comment vous en êtes venu à associer les génotypes et l'alimentation ? Est-ce qu'il y avait un moment clé où vous vous êtes dit tiens, ça y est, on est tous dans nos gènes ? Mais pas vraiment. Fabrice, avant qu'on oublie, je dois signaler que nous avons écrit le livre à deux avec Julie Lioré, qui est ma co-autrice. Bon, évidemment, elle s'est inspirée de mes vidéos. Elle a rédigé toute la première partie du livre avec mon aide et ma supervision. Et puis la deuxième partie du livre, un peu plus technique, est de moi. Mais c'est un travail à deux. Voilà, il fallait quand même remettre ça en place. Vous avez raison, j'aurais dû le faire. Et je précise d'ailleurs que ce bouquin est édité par les éditions Exuvie. Oui, en effet, je remercie l'éditeur Fabien Moine qui m'a trouvé la co-autrice qu'il me fallait absolument, faute de temps, pour y arriver tout seul. Donc voilà, c'est un travail de collaboration et qui a fini par être mené à bien, malgré, j'avais de sérieux doutes qu'on puisse y arriver en déant les délais, mais voilà, le livre est sorti. Il est même déjà réimprimé et donc ce sont de bonnes nouvelles. Alors pour quand même répondre à votre question sans plus de délai, ça ne s'est pas du tout déclaré comme ça de manière eureka, hein, vous voyez à qui je fais référence, tout à Fabrice. Bon, non, c'est une expérience que j'ai menée cliniquement. Ça a commencé il y a exactement 10 ans. En 2014, je me suis dit, tiens, j'ai maintenant accès à la détermination de certains génotypes. J'ai commencé avec 2 génotypes importants pour beaucoup de choses, pas que pour l'alimentation d'ailleurs, qui sont l'ApoE, qui s'écrit petit a, petit p, petit o, e majuscule, et le DIO2, qui est lié à la fonction thyroïdienne, l'activation des hormones thyroïdiennes. Et bon, j'ai commencé à les utiliser et puis je me suis rendu compte au fil des ans, sans entrer dans trop de détails, que j'avais tout intérêt pour mes patients à adapter leur alimentation en fonction de ces génotypes. Donc c'est venu de la clinique. Et puis au fil des ans, des études sont sorties, notamment des études extrêmement valables et prestigieuses sur PubMed, hein, qui est la grande banque de données d'études médicales et scientifiques. Et bon, je me suis dit à un moment donné, tout compte fait, il y a la matière, surtout depuis qu'un 3e génotype s'est joint aux 2 autres, qui est celui de l'amylase salivaire, dont l'acronyme est AMY1A, parce que c'est ça que vous verrez dans les réponses des génotypes. Amylase salivaire veut dire évidemment digestion des hydrates de carbone, hein, des féculents, des amidons, hein, l'amylase digère les amidons, et les 2 autres que j'ai déjà cités sont corrélés de manière directe ou indirecte, respectivement, à la digestion, le transport, la gestion des lipides. Bon ben voilà, on avait des éléments pour donner des conseils personnalisés sur la diète.
Très bien. Alors, vous parlez justement de l'amylase, de l'amylase salivaire. Vous avez parlé aussi de ApoE, qui influence notre capacité à digérer donc certains nutriments. Bon, si on vous invite à dîner, est-ce que vous êtes du genre à vérifier votre génotype avant de choisir le plat ou vous dire ce soir je laisse mon ADN se débrouiller seul? Bonne question, mais je vais vous prendre de court, c'est-à-dire que on devrait tous connaître ces génotypes. Ah oui, c'est pas. En tout cas ceux-là, parce que finalement, je sais pas, Fabrice, si vous avez remarqué l'espèce de pugilat mondial qu'il y a entre les tenants des diètes cétogènes ou à tendance cétogène ou carnivores qui ont le vent en poupe depuis quelque temps. Ah mais oui. Et de l'autre côté, bon, les acharnés végétariens, voire les véganes qui sont dans l'extrême opposé aux carnivores. Vous voyez, tous ces gens-là certifient qu'ils ont raison, donnent des exemples avec des gens connus, des sportifs connus, des success stories avec leur diète extrême. Mais bon, est-ce qu'il y a la moitié qui a tort, l'autre moitié qui a raison? Est-ce qu'ils ont tous raison, mais que ça s'adresse à des gens différents? Bah, écoutez, je crois que la réponse est évidente. Il y a du vrai dans ces tendances-là. Elles aident des gens. Les gens ne mentent pas. Ils ne vont pas inventer leur succès, leur meilleur état de santé, voire leur perte de poids, etc. Mais aucune de ces diètes n'est valable pour tout le monde. Donc, avec les génotypes, on peut pressentir, et je ne m'avance pas trop, je ne veux pas non plus aller dans des vérités assénées, mais on peut pressentir vers quel côté il serait intéressant d'explorer sans trop se tromper. D'accord, donc il n'y a pas de mauvais régime, c'est surtout le génotype qui va déterminer celui qui nous correspond le plus. Personnalisation, mais qu'est-ce que l'ADN si ce n'est la base sur laquelle on personnalise? Et alors, justement, vous dites que nos habitudes alimentaires, elles peuvent jouer un rôle important et qu'elles jouent un rôle important d'ailleurs dans nos vies et que nos gènes ne sont pas toujours prêts pour les changements qu'on a imposés, comme l'introduction de céréales, de produits laitiers après la révolution néolithique. Comment vous pensez que cette discordance affecte notre santé aujourd'hui ? Merci Fabrice d'évoquer les produits laitiers parce que derrière ça, il y a le 4e génotype qui est exploité par le livre en question, qui est celui de la tolérance au lactose, donc le gène de la lactase, qui est LCT ou MCM6. Bon, il y a 2 manières de le demander. Voilà, on aura donné tous les acronymes pour quand même bien fixer les idées. Donc ça joue aussi, mais là c'est un peu plus facile, c'est rien de très nouveau. Par contre, j'aime bien cette référence au lactose et rapprocher ça des amidons dont on a parlé, qui sont digérés par l'amylase salivaire. Les humains mâchent, il faut mâcher, Fabrice, ça je pense que on ne devait pas oublier de le dire aujourd'hui, voilà, je l'ai dit, pour imprégner justement ces féculents, ces glucides, ces amidons de l'amylase salivaire, parce que c'est elle qui va permettre de les digérer. Bon, et alors j'associe l'intolérance au lactose, qui est courante, qui est largement majoritaire dans le monde. Un peu moins évidemment dans cette partie du nord de l'Europe, mais ailleurs, bon, il n'en va pas autrement. Et aussi donc l'incapacité de digérer le lactose pour beaucoup de gens et la difficulté pour digérer beaucoup d'amidon, là aussi pour beaucoup de gens, une majorité des gens, en fait 58% pour être précis. Et donc, tous ces aliments non digérés, que croyez-vous qu'il va en advenir? Eh bien, ils sont donc envoyés vers le bas. Ils disparaissent pas. C'est pas parce que vous les avez pas digérés, faute de lactase, faute d'amylase, qu'ils vont se désintégrer et vous débarrasser de leur présence envahissante. Ils vont nourrir un microbiote intestinal, ils vont nourrir des bactéries avides de ces sources d'énergie, et tout le monde, c'est peut-être beaucoup dire, mais tous ceux qui ont une idée de ce qu'est le problème de l'intolérance au lactose connaissent ça.
les intolérants au lactose, quand ils boivent un verre de lait, pas tous, mais l'immense majorité, vont avoir des symptômes digestifs qui manifestent non seulement le fait qu'ils n'ont pas digéré le lactose, mais le fait que ce lactose est en train de faire proliférer les bactéries qui s'en nourrissent. Et donc, il y a des ballonnements, il y a des gaz, il y a de l'inflammation, il y a un inconfort, ça peut aller jusque de la diarrhée, etc. Eh bien, il y a la même chose avec les amidons non digérés. Vous voyez, donc, on est sur quelque chose de flagrant, mais qui n'a pas apparemment été exploité. Alors, pour finir avec cet aspect de l'amylase salivaire, je dois dire que il y a quand même un clin d'œil du destin, c'est-à-dire que le livre est arrivé chez l'éditeur en provenance de l'imprimeur le 3 septembre, donc il y a peu, et le 4 septembre est paru un article emblématique, extraordinaire, sur l'amylase salivaire, dans une très grande revue médicale très prestigieuse qui est Nature, plus un deuxième article le 17 octobre paru dans la grande revue concurrente qui est Science, et donc Nature les a pris de vitesse à 1 mois et demi d'avance, et ces articles confirment tout ce que nous affirmions avant qu'ils paraissent dans ce livre. Donc voilà, je crois qu'il y a quand même une certaine reconnaissance par la science et un appui de publications scientifiques très très solide, indiscutable. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission, de ce podcast avec Georges Mouton. C'est juste après ceci. Et on a la chance d'être en ligne aujourd'hui pour une émission spéciale, un podcast spécial avec Georges Mouton, le docteur Georges Mouton, pour à l'occasion de la sortie de son livre il y a quelques temps maintenant, mais c'est un livre sur lequel on va s'appuyer pendant longtemps encore. Hein, Je mange sans mes génotypes, avec Julie Lioré aux éditions Exuvie. Tiens, retour d'un tout petit écho, donc je vais couper le retour, mais on dit souvent en médecine fonctionnelle, on parle souvent d'écouter son corps. Alors pour ceux avec un génotype sans production de lactase, est-ce un signe que leur corps sait instinctivement quels aliments éviter ? Écoutez, il peut y avoir indiscutablement un certain instinct qui joue. Je ne sais pas si c'est de l'instinct ou si c'est des essais et erreurs qui sont enregistrés au préalable et puis qu'on utilise consciemment ou inconsciemment pour faire des choix. Hein. Mais par contre, se baser uniquement sur l'écoute du corps m'interpelle un peu. Enfin, évidemment, moi, en tant que médecin, je reçois des gens qui ont des plaintes. Je vois pas les gens qui ont trouvé la bonne solution tout seuls. Hein. Bon, donc là, il y a un biais de recrutement gigantesque. Mais quand même, je suis interpellé par le nombre de personnes qui se sont embarquées, un peu parce que c'est dans l'air du temps, que bon voilà, il y a des préoccupations environnementales, etc., qui se sont embarquées dans des diètes très végétariennes, très peu d'aliments animaux, voire totalement véganes. Et puis, après X temps, une période que j'aime bien de qualifier de lune de miel, mais pas pour tous, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y en a chez qui ça fonctionnait bien, mais pour tout un tas de gens, lune de miel, extraordinaire, je vais tellement mieux, etc. Et puis, des problèmes apparaissent. Et à ce moment-là, beaucoup de ces gens-là se sont tournés vers le cétogène ou la diète carnivore. Donc, ils passent quasiment d'un extrême à l'autre, vous voyez ? Alors, combien de temps est-ce qu'ils vont faire ce jeu de ping-pong, hein ? Si on essaie de les aider en leur disant un peu où ils se trouvent dans ce continuum qui va du plus glucidique, donc plus glucidique, je dis bien davantage glucidique, à un extrême, donc ça c'est évidemment plus en ligne avec les aliments d'origine végétale, pas exclusivement, évidemment, il y a des huiles et des avocats et des olives et des oléagineux. Et de l'autre côté, des alimentations beaucoup plus lipidiques. Mais faut-il aller d'un extrême à l'autre parce qu'on se rend compte que quelque chose ne convient pas ? Non, il vaut mieux savoir. Finalement, ces génotypes, ces 4 génotypes, ça coûte moins de 200 €.
On peut obtenir ça sans nécessairement passer par des médecins. Les gens peuvent connaître ça une fois pour toutes. Ils font ce petit effort, ce petit investissement, et pour toute leur vie, ils connaissent ce que leur ADN veut ou pas. Mais alors, ça, c'est génial. Est-ce que c'est autorisé d'ailleurs en France ? Parce que c'est salivaire déjà, mais je pense que je sais pas si c'est autorisé. La France a une position ambiguë. Elle a fait marche arrière, c'était autorisé. Elle fait marche arrière. On a un peu du mal à comprendre pourquoi, parce que finalement, les gens devraient pouvoir connaître leur ADN. Ils ont d'ailleurs tout un tas de moyens de le connaître. Ils le faisaient tester, notamment outre-Atlantique, et puis tout ça a été récemment bloqué. Bon, mais on est en Union européenne, donc il y a autour de la France, et notamment au nord, vous avez entendu parler d'un pays qui est au nord de la France ? Bien sûr, la Belgique. Ah ben voilà, c'est un pays depuis 1830. Eh bien là-bas, les laboratoires fonctionnels font très couramment des analyses génomiques, hein, et si les gens souhaitent, ils ont accès, ils passent par un professionnel de la santé, pas nécessairement un médecin. Enfin, je veux dire, c'est de l'information. Où est le problème ? Oui. Alors, en France, il y a des médecins qui sont un peu plus ouverts, qui disent oui, c'est quand même intéressant de connaître son APOE, donc je vous le prescris. Mais vous voyez, il y a une espèce de répression là que j'ai du mal à comprendre. Fabrice, je crois que c'est une transition. Je vous donne pas 3 ans pour que tout le monde connaisse ces génotypes, c'est basique. Ne repartons pas vers le XXe siècle et a fortiori. Voilà, on n'occulte pas, on n'occulte rien. D'ailleurs, c'est un peu l'avenir de la nutrition finalement et de la santé, parce que on pourrait imaginer qu'il y ait des recommandations alimentaires individualisées basées sur justement notre capacité à digérer des composés spécifiques comme les amidons. Vous avez parlé tout à l'heure. Mais oui, évidemment, il faut subdiviser, pas donner des conseils globaux, systématiques, des espèces de protocole de diète qui, soi-disant, s'applique à tout le monde. C'est du pipeau. D'ailleurs, dans le livre, il y a une étude extraordinaire qui est Diet Fit, je n'entre pas dans les détails, on n'en a pas le temps, mais qui montre que, contrairement aux espérances des chercheurs, qui ont publié ça en 2019 dans un autre très grand journal qui est le JAMA, à quel point ils ont été déçus. Ils croyaient prouver que des diètes plus hautes en lipides, plus faibles en glucides, allaient faire maigrir les gens. Ils ont appliqué ça à 609 Américains obèses. Eh bien, catastrophe, il y a des gens qui ont pris du poids sur les diètes lipidiques et il y a des gens qui ont perdu du poids sur les diètes glucidiques. Ils avaient séparé ça en deux groupes de plus de 300 patients. Donc, visiblement, ce sont des gens différents qui doivent manger différemment. Point, c'est tout. Et donc, parce qu'on se dirige vers la fin de cette émission, on a bien compris que finalement, les recommandations de régime, quels qu'ils soient, il faut vraiment les prendre avec des pincettes et se poser la question, est-ce que c'est adapté à mes génotypes ? Est-ce que c'est adapté à moi déjà ? Donc ça, c'est la première réponse à avoir. Oui. Et est-ce qu'on peut imaginer un futur, vous pensez, où les étiquettes alimentaires indiqueraient les recommandations basées sur le génotype ? Ce serait incroyable ça. Elles y sont déjà, Fabrice, parce que sur toute étiquette, vous avez les glucides, vous avez les lipides, vous avez les protéines, vous avez tout. C'est absolument une obligation légale. Donc, une fois que vous connaissez vos génotypes, soit par un investissement personnel, vous faites votre recherche et avec le livre, vous avez tous les éléments pour comprendre et vous débrouiller tout seul, ou alors vous prenez l'appui d'un professionnel de la santé. Je pense que ceci va se propager bien au-delà des médecins, mais à toutes les catégories de professionnels de la santé qui donnent des conseils nutritionnels, et je crois qu'ils devraient tous en donner. Vous allez d'une manière ou d'une autre, en direct ou avec de l'aide, connaître vos génotypes et comprendre comment gérer vos achats en fonction de ce qui vous apporte comme glucides et comme lipides. C'est le principal, parce que les protéines, on ne peut pas manger énormément de protéines, on ne peut pas s'en passer, donc là, c'est pas une variable d'ajustement. Et alors, moi je pense maintenant, c'est la fin de l'émission, je pense aussi, vous savez à qui, Georges ? Vous savez à qui je pense ? Non. Je pense à Goliath.
Parce que le concept il a été gentil, non? On n'a pas entendu. Non, mais le concept on l'a pas entendu, il est parfait, mais le concept des génotypes s'applique également donc aux chiens, hein, et on sait qu'il y a des races de chiens qui sont plus sujettes à des troubles digestifs ou des allergies alimentaires spécifiques. Oui. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer ça pour les animaux? On attend que ça. En fait, on manque de données, mais ce qu'on connaît, et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné l'idée de creuser cette histoire d'amylase que apparemment personne n'avait l'air de prendre au sérieux. Les loups ont très peu d'amylase pancréatique. Hein. Les chiens, les loups, les canidés ne mâchent pas. Les loups ont très peu d'amylase pancréatique, mais il y a des humains qui ont exactement la même quantité de capacité de digérer les amidons que des loups. Donc moi je les appelle des loups d'ailleurs en pratique. Et puis les chiens ont développé en 15, 20, 30 000 ans, on ne sait pas trop, ils descendent des loups, ils ont développé une capacité de consommer des glucides. Et donc, le chien aujourd'hui n'est plus un carnivore comme le loup, alors que lui, il est resté. Donc, il y a des évolutions. Maintenant, on n'a pas de données sur les races des chiens. Ça manque, ça viendra. La médecine vétérinaire fonctionnelle ne demande qu'à se développer. En tous les cas, c'est un livre passionnant que je vous conseille d'explorer pour en savoir plus, et c'est vrai qu'on va tous faire participer à ce grand lobby international et en particulier en France, hein, pour avoir le droit de connaître son génotype. Je mange selon mes génotypes aux éditions Exuvie avec Julie Lioré, et donc c'est signé le docteur Georges Mouton. Merci d'avoir été avec nous, docteur, aujourd'hui. J'espère qu'on va vous retrouver bientôt sur Nutri Radio. J'espère que vous écoutez Nutri Radio régulièrement quand même, parce qu'il y a de nombreux de vos confrères que vous devez connaître aussi. Je ne l'écoute pas encore, mais je me dois de le faire, Fabrice. Quel scandale. Voilà, vous me faites connaître Nutri Radio, et d'ailleurs, merci à Nutri Radio de m'avoir invité aujourd'hui. Merci à vous. Donc cette émission, elle est dispo. Si vous l'écoutez sur le live de Nutri Radio, allez faire un petit tour sur la partie podcast. Elle est disponible. Merci, docteur. Merci, Fabrice. Très vite, on va se retrouver pour une autre émission sur NutriCast. Vous le savez, on réserve plein de surprises, et donc là maintenant des médecins qui interviennent, toutes ces personnalités impliquées pour une meilleure compréhension de notre santé. À très vite.